Euh, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le Made in France. Donc, bien le connaître, bien l'utiliser. Organisé conjointement par les douanes du Havre et la Team France Export. Donc, je suis Tiffaine Taude, conseillère en développement international. Et donc, je vais laisser ensuite Tassienne Roussel de la cellule conseil aux entreprises de la circonscription du Havre se présenter. Donc, pendant ce webinaire, nous aborderons pendant 40 minutes la thématique du Made in France. Puis, il y aura une dizaine de minutes consacrées aux questions. Enfin, je vous présenterai rapidement le service international. Merci de bien vouloir couper vos micros, mais ça, c'était déjà fait pour une meilleure organisation. Et puis, posez vos questions par le biais du chatter. Donc, pour votre bonne information, ce webinaire est enregistré et vous recevrez le lien pour pouvoir le visionner ultérieurement. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Tassienne. Bonjour à tous, merci beaucoup Tiffaine pour cette présentation. Je pense qu'on peut lancer, si c'est possible de ton côté, la présentation en question. Tout à fait, exactement. Voilà, et qu'on s'intéresse ce matin à ce qu'est le Made in France, qui est intitulé en anglais. Voilà, donc sur la page d'après, on va pouvoir regarder un petit peu ce dont on parle lorsqu'on parle de Made in France. Je vous propose de découper le propos en 4 parties pour que ce soit plus clair. La première, c'est de reprendre un petit peu le contexte d'élaboration du Made in France, savoir pourquoi on parle d'un logo Made in France. Donc, regardez dans un premier temps le contexte et la notion d'origine non préférentielle. S'attacher ensuite aux règles d'origine non préférentielle en question, savoir d'où elles viennent et prendre quelques exemples pour les appliquer, que ce soit un petit peu clair dans la manière dont on décide de la possibilité de la position d'un marquage Made in France ou non. Dans un troisième temps, savoir concrètement ce que vous, entreprise, pouvez faire auprès de la douane pour obtenir une information sur le Made in France. Et dans un dernier temps, regarder quelques questions qui arrivent assez fréquemment de la part des participants, en complément bien sûr de celles que vous pourrez éventuellement nous adresser. Voilà. Hop, je fais rentrer des gens dans la salle. Voilà. Entendu. Alors, bonjour à ceux qui auraient pu nous rejoindre, voilà, dans l'intervalle. On va, prendre une petite quarantaine de minutes pour parler du Made in France aujourd'hui, s'intéresser dans un premier temps au contexte, voir des exemples d'application dans un second temps. Dans un troisième temps, regarder ce que vous, entreprise, pouvez faire pour, récupérer de l'information auprès de la douane et dans un quatrième temps, évoquer 2-3 questions fréquentes en plus de celles qu'éventuellement vous pourriez nous adresser. Voilà, si c'est bon pour, l'ensemble des participants, je vous propose qu'on attaque la première partie. Merci. Quand on parle de Made in France, on parle d'un logo, la plupart du temps et on dit un logo, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors l'objectif un petit peu pour nous, c'est de démêler justement d'où viennent ces logos et de savoir si c'est obligatoire ou non et à quel type de règles ça doit répondre pour que cela puisse être apposé. Donc l'information que va proposer, le service spécialisé en douane, c'est simplement de prendre le process de production de votre produit et de dire si en fonction de votre process et des règles d'origine non préférentielle qui sont reprises dans le code des douanes de l'Union, mais qui existent, dans l'Organisation mondiale du commerce, sont applicables à votre produit et donnent la possibilité d'apposer ce fameux logo Made in France. C'est un logo qui a un petit peu le vent en poupe, hein, parce que, la possibilité de, solliciter les services douaniers pour l'apposer a été proposée dès 2016 et ça continue de se faire. Voilà, les demandes continuent de nous parvenir depuis, maintenant une demi-douzaine d'années. Lorsqu'on parle de logo Made in France, on peut, apposer un logo de notre choix en quelque sorte. Il n'y a pas de, contrainte sur le formalisme ou sur le design de ce logo. Les services douaniers vont simplement vous préciser que oui, l'apposition d'un logo Made in France est possible. En revanche, dès l'instant où vous prenez la décision d'apposer ce logo, vous devez être sûr que, le produit dans son process de fabrication correspond bien aux règles d'origine non préférentielles. Alors l'origine non préférentielle, voilà, c'est rentré un petit peu au cœur du réacteur en matière douanière. C'est, une notion qui est très importante, notamment sur la déclaration en douane. Elle permet de définir la nationalité économique d'un produit, d'une marchandise. Cette, origine non préférentielle,
Elle sert à plusieurs égards à appliquer des mesures de politique commerciale de l'Union européenne. Donc, les droits anti-dumping et les contingents vont être décidés notamment sur cette origine non préférentielle, donc sur cette nationalité économique de la marchandise. L'ONP va servir également aux statistiques du commerce extérieur et à la position de ce fameux marquage Made in. Quand on parle d'origine, en fait, on désigne le dernier pays de production ou le pays dans lequel une marchandise a acquis sa nationalité parce que ou bien les matières qui auront été utilisées ou bien les process de fabrication qui auront été mis en œuvre vont lui conférer une majorité ou une tendance de tel ou tel pays. Ce qui est intéressant dans cette notion d'origine, non préférentielle, c'est qu'elle est vraiment complémentaire à la notion d'origine préférentielle, qui est souvent beaucoup plus connue des entreprises, parce que c'est sur cette fameuse origine préférentielle qu'on va, proposer des abattements en fonction des accords de libre-échange de, droits de douane. Néanmoins, les 2 ne doivent pas être confondus. L'OLP, elle va vraiment servir aux 3 finalités qu'on a évoquées plus haut. Et l'origine préférentielle, elle va servir à l'abaissement éventuellement de droits de douane. L'origine non préférentielle et l'origine préférentielle ne doivent pas être confondues avec ce qu'on appelle le statut de la marchandise. Vous avez peut-être vu au cours de vos expériences, on va dire, d'import, que une marchandise est dite union ou communautaire dès l'instant où elle a acquis les droits de douane alors qu'elle venait d'un pays tiers à l'Union européenne, ou bien elle est communautaire parce qu'elle a été fabriquée sur le territoire de l'UE. La provenance de la marchandise, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que, ça peut être fait, par exemple, en partie dans d'autres pays ou alors ça vient d'un pays, ça ne fait que traverser un pays, donc là, on parle uniquement d'un flux physique. J'ai une marchandise qui a été produite intégralement au Bangladesh. Elle est acheminée, depuis l'Inde. Sur ma déclaration, en douane, j'aurai en provenance l'Inde, en origine le Bangladesh, par exemple. Voilà, j'espère que ces notions d'origine, de non préférentielle sont un petit peu plus claires, notamment par rapport, à l'origine préférentielle. Et quand on repart bien de cette base d'origine préférentielle, on va pouvoir, parler, du logo Made in France dans le situer un petit peu dans la forêt des logos et des labels, qui existent dans l'Union européenne et sur notre territoire français. Donc, en matière d'Union européenne, vous avez déjà des marquages, spécifiques qui existent, les marquages CE, qui sont, réservés à des produits soumis à normes. Donc ça répond à une législation européenne qui va imposer, pour des produits, qui sont susceptibles de blesser le consommateur ou de lui porter préjudice, de, respecter certaines normes et si ces normes sont respectées, le marquage CE doit être apposé. Il est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment le marquage CE, un marquage spécifique UE, qui a plutôt tendance à, sécuriser, l'utilisation de certains produits techniques. Le Made in France, il se distingue aussi des droits de propriété intellectuelle. On a dit en début de propos que, une origine préférentielle pouvait, donner lieu à un marquage Made in France si tant est que les règles d'ONP étaient respectées lors de la production du produit. Néanmoins, on n'est pas encore tout à fait dans le champ de la propriété intellectuelle. On ne va pas pouvoir parler de marque Made in France. On n'a pas non plus de contrefaçon de Made in France. Donc voilà, c'est encore distinct du champ de la propriété intellectuelle. Et là où, quand on parle de Made in France, on a un petit travail encore de tri, on va dire, à faire, c'est de bien distinguer la position de ce logo par rapport à d'autres logos, qui seraient obligatoires dans certains secteurs d'activité. Je pense aux produits, agricoles notamment, pour lequel certaines règles existent et des appositions d'origine sont obligatoires ou à l'inverse, pour laquelle des labels de qualité ont été, lancés. Donc là, on peut, évoquer les labels de qualité, proposés par l'INAO, type les AOP, les IGP, voilà, qui vont porter sur, des garanties de qualité, mais qui ne vont pas être nécessairement françaises. Faut pas hésiter à poser des questions si voilà, il y a des, aspects que vous souhaiteriez éclaircir, à ce stade déjà, n'hésitez pas à nous solliciter par chat. Quand on évoque le Made in France, on évoque bien sa nature juridique et cette nature juridique, elle s'ancre déjà dans un texte fondamental
qui est l'accord de Marrakech qui a lancé en fait l'organisation du commerce international. De cet accord de Marrakech découlent des règles d'origine non préférentielle qui ont été reprises par l'Union européenne dans le code des douanes de l'Union, mais qui existent aussi dans d'autres pays et qui ont été reprises par d'autres pays. Et c'est très intéressant de savoir quelles sont les règles d'ONP reprises par d'autres pays quand vous vous situez dans une problématique export notamment. Lorsque vous allez faire partir votre marchandise à l'export, la notion d'origine non préférentielle au Brésil, au Bangladesh ou à un autre pays de l'OMC pourra différer de ce que le Code des douanes de l'Union a repris parce qu'il n'y a pas de législation harmonisée sur l'ONP au niveau international. Ce que l'Union européenne a fait, eh bien, c'est rassembler dans un corpus réglementaire qui est vraiment essentiel en matière de dédouanement, le Code des douanes de l'Union, le règlement délégué 2015-2446 et dans ce règlement délégué 2446, une annexe qui est fondamentale et qu'on va présenter tout à l'heure, qui présente les règles d'origine non préférentielle et en marge, un règlement d'exécution, le règlement 2015-2447, qui va compléter aussi les règles d'origine non préférentielles applicables dans l'Union européenne, notamment pour des produits importés. La nature juridique aussi de ce marquage Made in France, elle se concrétise, on va dire, dans une circulaire qui a été produite par la Direction générale des douanes et mise à disposition des opérateurs concernant le rôle de la douane sur les contrôles qu'elle réalise sur le Made in France à l'importation. Donc, on parlait tout à l'heure de contrôle à l'importation sur le Made in France par la douane. Ça, c'est un des rôles que la douane va jouer dans le Made in France. Vous vous souvenez qu'en tout début de propos, on avait dit que la douane était le service que vous alliez solliciter pour voir si votre produit était éligible ou non à un marquage Made in France. La douane va aussi regarder au moment où des produits sont importés de pays tiers s'il n'y a pas de contrefaçon sur la position de ce marquage, à savoir on peut trouver des produits qui sont fabriqués dans des pays tiers et qui vont arriver avec des emballages portant l'inscription déjà Made in France. Donc là, en termes chronologiques, on est dans l'importation. C'est bien la douane qui va opérer. Si pour une raison ou pour une autre, le lot passe et qu'il se retrouve mis à la consommation en France, que vous le retrouvez sur les marchés ou dans les linéaires, eh bien, c'est la DGCCRF qui va intervenir, puisque elle a des prérogatives de contrôle sur les produits une fois qu'ils sont mis à la consommation sur le marché intérieur. Et elle va s'appliquer, contrairement à, entre guillemets, nous, les douaniers, sur le code de la consommation et prohiber des pratiques commerciales qui pourraient être trompeuses pour le consommateur. Donc là, on pense à tout ce qui serait design trompeur ou le fait d'induire le consommateur en erreur parce qu'on va parler de Paris ou de villes caractéristiques de la France qui figureraient sur l'étiquetage du produit. Voilà, tout ce genre de pratiques commerciales trompeuses va être contrôlé par la DGCCRF. Donc, sur ce marquage, vous avez deux services qui interviennent pour les contrôles, la douane uniquement sur les lots importés et la DGCCRF une fois que les lots sont mis sur le marché. La DGCCRF va réaliser des contrôles sur la base des règles d'origine non préférentielles. Voilà, c'est intéressant de le noter aussi. Alors, on a beaucoup évoqué l'origine non préférentielle. Voilà, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le dur pour que ces notions soient un petit peu plus concrètes. Quand on parle d'origine non préférentielle, on va, en les appliquant à notre produit fabriqué totalement ou partiellement en France, s'intéresser à 4 règles qui vont justement permettre de discriminer un petit peu ce caractère produit en France ou non. Alors là, ce sont des termes propres au vocabulaire de l'origine, hein, mais il ne faut pas se laisser intimider. Il y a 4 règles qui vont être très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la réalisation d'une opération spécifique. Donc très concrètement, c'est, la majeure partie de mes opérations sont réalisées dans le pays dans lequel je revendique le marquage. Est-ce que l'opération, qui voilà, est réalisée dans mon pays est suffisamment entre guillemets «importante» pour conférer l'origine du pays de production?
La deuxième règle, ça va être la réalisation d'un pourcentage minimal de valeur ajoutée et là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. On y reviendra en dernière partie sur, une espèce de rumeur de règle de valeur ajoutée de 45 qui n'est pas applicable à tous les produits. La troisième règle, elle est technique, c'est ce qu'on appelle un changement de nomenclature douanière réalisé en France. C'est-à-dire qu'elle est assez proche dans l'esprit de la règle numéro 1, mais elle va introduire une petite notion d'espèce, hein, de classement tarifaire. Est-ce que l'opération que je réalise en France va permettre de changer la catégorisation de mon produit, dans le fameux code à 10 chiffres qui l'identifie? Et si oui, alors effectivement, cette opération est suffisante pour conférer le marquage Made in France. Et la quatrième règle, elle est proche là aussi dans l'esprit d'une autre règle, la règle numéro 2. Est-ce que, dans les matières que j'utilise ou les opérations de transformation que je réalise, on utilise suffisamment de matières originaires de France et par contraste assez peu de matières originaires d'un pays tiers pour que, le caractère France domine et que le marquage puisse être apposé? Alors matériellement, ces règles, elles sont où? Alors elles sont en grande partie dans l'un des documents qu'on a évoqué tout à l'heure dans le corpus, juridique, à savoir le règlement 2015-2446 qui, dans son annexe 2, va lister à peu près tous les chapitres de la nomenclature combinée et va édicter de manière très précise pour des, suppositions, tarifaires ou des positions tarifaires à 4 chiffres, donc en gros des articles désignés ou bien par 4 ou bien par 6 chiffres, les règles qui doivent s'appliquer pour que, le produit bénéficie d'une ONP dans, le territoire, on va dire, de la demande. Et ce qui est intéressant, je vous le dis tout de suite, c'est de bien garder en tête qu'en fonction du SH4 ou du SH6, la règle peut ne pas être la même. On va retrouver des grandes tendances, effectivement, mais attention à, la généralisation qui consisterait à dire, bah, c'est facile pour, les produits du 84, donc des appareils qui sont travaillés, hein, de la confection de machines, de la réalisation de machines, par exemple industrielles, il suffit que mes produits changent de sous-position tarifaire. Non, 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 pas du tout. Il y a bien, et on le voit dans la petite, illustration là sur cette slide, vous avez pour le chapitre 34, donc les produits des industries chimiques ou des industries connexes, une règle, la règle primaire qui est visible dans la dernière colonne du tableau, qui s'applique à la SH4 3401 et une autre règle qui s'applique pour la supposition 3405. La règle primaire a beau être la même, au sens effectivement le libellé est le même, on ne considère pas la même supposition tarifaire. Donc tout au long de l'annexe 2201 et des différents chapitres qu'elle aborde, eh bien, la première supposition tarifaire pourrait avoir sa règle primaire, la deuxième supposition tarifaire pourrait avoir une règle du type CP. Qu'est-ce que c'est que CP ou CC pour changement de chapitre? Ça veut dire qu'en gros, mon produit du 3402 va devoir changer de chapitre pour pouvoir être admis comme suffisamment transformé en France. Voilà, ça c'est une petite illustration visuelle de l'annexe 2201. Je souligne simplement le fait que l'annexe 2201, elle couvre les chapitres 2 à 94 et de manière un peu partielle. Ce qui va venir compléter l'annexe 2201 du règlement 2015-2446, si la supposition de votre produit ne s'y trouvait pas, c'est ce qu'on appelle les règles de liste du site Europa. Et vous avez, sur la diapositive un petit lien qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, d'y accéder directement. On peut le faire effectivement en direct. Voilà, vous voyez que le site s'ouvre. Merci beaucoup Tiffaine. On peut revenir à la présentation. Donc à partir de là, vous avez, pour certains chapitres, chapitre 1 à 97, des compléments à l'annexe 2201 qui sont des règles un peu plus générales. Voilà. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les produits agricoles. Vous avez peut-être remarqué que dans l'annexe 2201, on commençait au chapitre 2. Dans l'annexe, dans les règles complémentaires sur le site Europa, on considère déjà le chapitre 1.
Il y a une question qu'on peut évacuer tout de suite, c'est si mon produit est produit en France, donc si ma marchandise vient du sol français, ou si elle est réalisée à partir de produits uniquement français et fabriqués uniquement dans des usines françaises, est-ce que mon produit peut bénéficier du marquage Made in France? Oui, parfaitement. D'une part, parce que vous avez un article qui dit que tous les produits du chapitre 1 sont entièrement obtenus, donc ONT par défaut, et parce que dans les fameuses 4 règles qu'on a vues tout à l'heure, il y en avait une qui permettait de dire que toutes les opérations en fait réalisées dans un seul pays vont conférer l'ONP aussi à ce produit, donc la possibilité d'un marquage Made in France. Pour les amoureux de l'ONP, si tu veux bien revenir, Tiffaine, sur la slide, avant, heu, juste pour vous initier un petit peu au vocabulaire, hein, on parle de règles principales. Hem Et ces règles principales, elles se divisent en règles primaires ou règles résiduelles. En gros, je commence par appliquer une règle primaire. C'est, une des règles qui figure dans le tableau des annexes. Si, par, malheur, les réalisations que vous f les transformations plutôt que vous réalisez sur vos produits ne répondaient pas à ces règles primaires, hop, vous pouvez remonter à la règle résiduelle de chapitre qui est indiquée au bas du chapitre et en avant du tableau. Et pour reprendre les règles primaires, elles se subdivisent en 2 catégories, ce qu'on va appeler donc les règles de chapitre et les règles de liste. Et sur le site Europa, vous ne trouverez que des règles primaires qui ne sont que des règles de liste. Voilà. Pas de panique, c'est technique, c'est, facile, de s'y retrouver une fois qu'on a ouvert le règlement 2446 parce que toutes les définitions sont bien, indiquées en début d'annexe 2201. Voilà, donc on peut se remettre, maintenant sur les exemples d'application et n'hésitez pas, là aussi, si vous avez des questions par rapport à vos produits, à nous demander, par où vous pourriez commencer à chercher l'information. De toute façon, vous avez un service douanier qui est là spécialement pour ça, qui ne va pas tarder à ouvrir, à accueillir entre guillemets «les demandes» des entreprises, puisqu'il ouvre à partir du lundi 2 mai, à Clermont-Ferrand. On y vient dans un instant. Donc, pour appliquer toutes ces fameuses règles d'origine non préférentielle à des objets, à des choses matérielles, on peut prendre un exemple du textile qui est, voilà, un des secteurs d'activité les plus, sujets à question parce que les règles d'origine non préférentielle sont assez complexes, pour, attribuer ou non une origine non préférentielle à des produits du textile. Donc ça concerne facilement, 4 chapitres, de la nomenclature combinée. On va partir d'un t-shirt complètement réalisé, qui a été fait au Bangladesh, pour lequel, une petite apposition d'un ruban thermocollant qui a été produit et acheté en Belgique est prévue et pour lequel la décoration du t-shirt va se faire en France, donc à partir d'un t-shirt Bangladesh et d'un ruban thermocollant Belgique. On identifie, la position tarifaire de notre t-shirt dans les règles d'origine non préférentielle. Donc là, on va parler d'un t-shirt qui est classé au 6109. On va reprendre la règle d'origine dans l'annexe 22 non préférentielle, dans l'annexe 2201 ou, dans, les règles de liste d'Europa si la SH4 ne figure pas dans l'annexe 2201 pour regarder quelles règles doivent être respectées. En l'occurrence, la règle qui va conférer la possibilité d'une apposition de marquage, c'est que le t-shirt doit être complètement réalisé ou que la confection complète du t-shirt a eu lieu dans un pays donné. Vous le voyez sur la petite image, le t-shirt, il est complètement fait au Bangladesh. Quoi que vous fassiez derrière, il gardera son origine non préférentielle Bangladesh. Le marquage de l'origine France n'est pas possible sur ce produit, même si vous y avez mis tout votre cœur et que, problématique propriété industrielle, c'est vous qui étiez à l'origine de l'image qui figure sur le t-shirt. Un autre exemple qui nous concerne, donc avec une production française, les vins rouges, sont élaborés à partir de raisins, dans notre exemple, qui ont poussé sur le sol français. Néanmoins, on a fait appel dans la composition à 2 pays de l'Union européenne. Le heu, je suis nulle en drapeau, l'Allemagne et la Belgique, mais je vais y arriver. Donc la gomme arabique est allemande et les sulfites sont belges.
Et vous voyez dans ce schéma, cette petite illustration, qu'on a bien une addition, un complément des matières européennes. On a 3 pays qui vont intervenir dans le process de fabrication. Qui va l'emporter in fine? Là aussi, application des règles d'origine non préférentielle, cette fois-ci pour la SH 2204, puisque les vins sont classés au chapitre 22. Je regarde dans mon annexe 2201 ou mes règles de liste les règles d'origine non préférentielle que je vais devoir respecter. Vous vous souvenez peut-être du fameux chapitre 1 qui concernait les produits agricoles qu'on a évoqué tout à l'heure. Les produits qui ont poussé sur un territoire donné sont considérés originaires par défaut de ce territoire donné. Bingo, la règle est suffisante dans ce cas, même si j'ai fait venir des intrants d'autres pays originaires, dès l'instant où ma matière principale, mon produit agricole vient du territoire français, le marquage Made in France est possible. Alors, si tu veux bien, Tiffaine, je fais juste un petit complément d'infos sur les produits. Donc là, on a vu un exemple sur le textile, on a vu avec un produit intégralement réalisé qui venait d'un pays tiers. On a vu un produit qui était fabriqué majoritairement à partir d'un produit obtenu chez nous, entre guillemets. Et il y a aussi beaucoup de produits industriels pour lesquels, là, effectivement, ça va être davantage la règle de la valeur ajoutée qui va s'appliquer. C'est juste pour illustrer un petit peu la règle numéro 3 de mémoire qu'on avait évoquée. Et là, pour ces produits-là, les règles vont se trouver majoritairement dans les règles de liste du site Europa et non pas dans l'annexe 2201, qui est très avare, on va dire, sur les chapitres 84 et 85. Voilà. Alors, si avec tout ça, vous avez des doutes, ce qui serait tout à fait compréhensible, hein, vu la complexité des corpus réglementaires, eh bien, n'hésitez pas à contacter les services douaniers. Vous avez un service qui est spécialisé dans la délivrance de l'information sur le Made in France, et c'est de là que vient le fameux IMF, hein, Information sur le Made in France. Qui va ouvrir très prochainement, donc la semaine prochaine à Clermont-Ferrand. C'est une équipe qui est entièrement dédiée au traitement des RCO, donc les renseignements contraignants sur l'origine, et à vos demandes d'informations sur le Made in France. Donc, il a produit, je vais laisser refondre du formulaire à venir. En réalité, ça y est, c'est bon. Donc, le formulaire que je vais vous proposer juste après, là, sur la slide qui vient, voilà, c'est bien la dernière version du formulaire. Donc, le modus operandi, en fait, il est très simple. Vous avez sur le site de la douane, au lien qui est indiqué Une petite coupure. Alors, Tatienne, je ne t'entends pas. Ah, ça y est, c'est là, reparti. tu devrais, voilà, ça devrait Oui, être c'est bon. reparti. Oui, il y a eu une petite pause. Donc, tu nous parlais du Donc, formulaire sur lequel oui. on peut cliquer. Voilà, donc quand vous cliquez sur le lien qui est sur cette diapositive, vous obtenez le formulaire qui illustre, voilà, ici la diapositive. Vous avez donc, vous le remplissez à l'aide d'une notice de remplissage et vous l'envoyez en courrier postal, accompagné d'une enveloppe à l'adresse qui figure ici, à Clermont-Ferrand. Et si vous le voulez, on peut prendre un petit peu de temps pour regarder un petit peu de quoi va se constituer ce formulaire, quel type d'informations vous devez indiquer pour savoir si un marquage est possible ou non sur votre produit. Donc, la priorité, bien sûr, et on a beaucoup jargonné tout à l'heure, c'est de connaître le SH4 ou le SH6. Si vous n'êtes pas familier de ces notions, la Team France Export dans son intégralité, à savoir Tiffaine Todd ou moi-même, pouvons répondre à ces questions. C'est un fondamental douanier, hein, l'espèce, à savoir la classification de mon produit dans un grand catalogue qu'on appelle la nomenclature combinée. Un code à 10 chiffres, donc, pour lequel uniquement les 4 ou les 6 premiers chiffres du produit vont être nécessaires dans votre demande d'IMF. Bien sûr, on va vous demander de décrire le process commercial et bien sûr, comme c'est confidentiel et qu'on n'est pas là pour divulguer les secrets de fabrication des uns des autres, c'est une information qui n'est pas partagée et qui reste interne au service de Clermont-Ferrand. Voilà, ça c'est important de le signaler.
On va demander donc dans la description du process commercial, parce que c'est en gros tout ce qui constitue le formulaire, hein. Le formulaire il se constitue essentiellement de ça. La chronologie des différentes étapes de fabrication, quels sont les pays qui vont rentrer dans le process de fabrication. Donc vous vous souvenez peut-être de notre Bangladesh, de notre Belgique et de notre Allemagne de tout à l'heure. Cette fois-ci, le SH6 des composants, non plus du produit fini sur lequel vous voulez apposer le marquage, mais vraiment la position tarifaire des différents composants qui viennent potentiellement de différents pays. Et le prix départ usine du produit, donc là aussi c'est une notion douanière qui va être définie à l'annexe 2201, qui est complètement redéfinie aussi dans le formulaire. Et le formulaire vous indique notamment quels sont les éléments à prendre en compte pour obtenir ce prix de départ usine et quels sont les éléments à exclure pour ne pas fausser la valeur que vous indiquerez sur le prix départ usine. Les éléments à prendre en compte, ça va être tout ce qui concerne la confection du produit avant son départ de l'usine. Donc, en gros, le produit est considéré fini et il s'apprête à prendre une autre destination, quitter l'usine. Vous allez inclure tous les coûts de fabrication et d'emballage, mais pas les coûts de transport. Voilà, donc vous pouvez raisonner en qu'est-ce que j'inclus et qu'est-ce que j'exclus de mon PDU. Vous retrouvez tous les éléments à inclure ou à exclure dans la notice du formulaire. Voilà, et là, on en arrive peut-être, pour certains d'entre vous, certaines entreprises, connectées un peu au cœur du sujet aussi. Dans quelle mesure, ce fameux marquage que, j'appose est mobilisable dans une problématique de commerce international, à savoir auprès des pays dans lesquels j'exporte mes produits? Là, c'est une question, je vous le disais tout à l'heure, qui doit être examinée pays par pays, dans la mesure où il n'y a pas de législation harmonisée au niveau international sur l'ONP. Donc, vous pouvez très bien avoir un marquage Made in France qui est possible pour votre produit par rapport aux règles d'origine non préférentielles de l'UE. Donc, en France, dans l'Union européenne, ça posera aucun problème. Et il se peut que certains produits demandent, n'appliquent pas l'ONP Made in UE, version UE, parce qu'ils ont leur propre ONP. Donc, ce n'est pas systématique, ça ne concerne pas la majorité des produits. Et pour vous en faire une idée concrète, vous avez un lien, vers, le site de l'OMC. Là, la seule possibilité malheureusement, c'était parce que le site de alors, on va voir si ça fonctionne. Voilà, le site de l'OMC a une structure un petit peu, ancienne, donc par sécurité, vous pouvez copier-coller le lien et puis le mettre dans votre, barre d'URL, ce sera beaucoup plus simple. Et quand vous descendez un petit peu sur le site, vous voyez, voilà, on y arrive, une annexe 1. Donc là, on est bien sur un site de l'OMC, avec dans la première partie de cette annexe, les membres qui n'appliquent pas de règles d'origine non préférentielles. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, ils ne vont même pas chercher à savoir si ça répond à des règles. Ils vont potentiellement prendre le produit et son marquage Made in France tel quel, l'accepter tel quel sur le territoire. Et quand vous descendez, dans l'annexe, et la liste est longue, hein, de ces pays qui n'exercent pas nécessairement de contrôle sur les règles d'ONP. Et vous avez des pays, dans la partie B de cette annexe, qui au contraire appliquent des règles d'origine non préférentielles. Et là, la démarche, on va dire, de précaution, quand vous envisagez une nouvelle destination d'export, c'est de vérifier quelle va être l'application de ces règles d'ONP par les différents pays. Voilà. Donc, pour vous renseigner, vous avez les services des ambassades de France et dans certains pays, vous avez aussi des attachés douaniers. Les coordonnées des attachés douaniers sont disponibles sur le site de la douane. Ça fait à peu près une vingtaine de pays dans le monde. Voilà, donc vous avez ce complément d'infos entre l'ambassade et les services douaniers de certains pays dans le monde. Et bien sûr, voilà, ne pas hésiter à solliciter, vos relais locaux, on va dire, hein, donc Team France Export, qui inclut, on va dire, CCI, et les douanes également. Voilà, là aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire, remonter par chat. Et en matière de questions les plus fréquemment posées, puis on va, si on veut tenir les délais, s'arrêter là, sur la présentation douanière. Je laisserai la parole à Tiffaine juste après. Donc, sur les questions les plus fréquemment posées, existe-t-il un logo officiel pour le Made in France? Vous le savez, la réponse est non. Donc, vous aurez toute liberté de design, de mention. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être fabriqué, ça peut être made. Voilà, c'est à votre guise.
Fabriqué en France, ça a tout l'air d'un logo officiel, mais il n'existe pas de logo officiel. C'est juste un logo qui a été proposé par, on va dire, un collectif, voilà, composé, un groupement d'entreprises publiques et privées, le groupement France Industrie. En matière de demande à formuler sur, le formulaire IMF, est-ce que j'utilise la réponse qui m'a été donnée par les services des douanes pour plusieurs produits? Oui, uniquement si vos process de fabrication sont, strictement identiques d'un produit à l'autre. Donc, si on prend, je sais pas, des oreillers et des, parures de lit, qui vont différer dans leurs dimensions, mais qui dans le process de fabrication vont être exactement les mêmes. Et non, en revanche, si vos produits ne sont pas de la même position tarifaire ou n'utilisent pas les mêmes matières. Un matelas en mousse et un matelas à ressort ne vont pas pouvoir bénéficier d'une seule décision d'IMF. Ce seront bien deux formulaires distincts, deux décisions IMF distinctes. La règle des 45 de valeur ajoutée, alors ce n'est pas un mythe, hein. Effectivement, elle figure, mais encore une fois, elle figure pour certaines positions tarifaires. J'espère, avoir été, suffisamment claire quand je vous ai présenté les différents exemples d'origine non préférentielle tout à l'heure. On a vraiment une règle par sous-position tarifaire. Donc oui, vous allez retrouver beaucoup de la règle des 45 de valeur ajoutée pour des produits techniques dans le 84 et dans le 85, mais ce n'est pas la seule règle et il convient vraiment de se reporter à la sous-position tarifaire de votre produit tel que vous irez le classer, dans la nomenclature. Voilà, j'en ai terminé, je laisse la parole à Tiffaine. Si bien Très sûr bien. vous n'avez pas de questions, voilà, si, on prend ou non le temps de cet échange, Tiffaine, tu nous le diras. Bien, merci, merci beaucoup Tassienne. Je vais peut-être fermer le partage. Donc effectivement, les questions sont ouvertes. Alors c'est vrai que tu as déjà répondu à plusieurs questions, qu'on se posait, notamment à savoir s'il existait un logo officiel. Donc ça, c'était une des questions, moi je me posais parce que j'en avais vu plusieurs effectivement et je me demandais d'où venait, de quel organisme ça venait. Donc comme tu dis, effectivement, il y en a, plusieurs. Ça, c'est important de le savoir. Donc, après effectivement, je pense que, il est bon d'être accompagné, par les douanes, comme tu le disais. Donc, du coup, le service directement, les entreprises peuvent s'adresser directement au service de Clermont-Ferrand. Donc on enverra, par mail, le lien directement et puis tu l'avais mis aussi dans le slide et peut-être tes coordonnées aussi parce que souvent les Oui, c'est questions n'arrivent possible. pas tout de suite, mais les questions arrivent un petit peu quand on a digéré l'information. Et du coup aussi quand on réfléchit à ses propres produits. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si quelqu'un a une question, mais effectivement autrement Tassienne sera là, et nous également pour répondre, en fonction de la question, que vous avez. Donc moi je vais vous présenter, pour terminer, ce webinaire, la Team France Export, donc qui est en fait, donc le rassemblement et l'équipe en fait de l'export au niveau régional et au niveau, national. Je vais lancer, ma présentation. Hop, et peut-être la partager également. Je ne sais pas si elle apparaît. Hop, est-ce que tu la vois apparaître? Peut-être Alors pas. là, je te vois Pas très encore. bien et Voilà, je pense qu'elle arrive. Elle est ça y là. est, elle est là. Très bien. Donc la Team France Export, effectivement, c'est le guichet unique de l'export, hein, la réunion des différents acteurs mis en place dès 2019 en Normandie. Donc elle regroupe la chambre de commerce au niveau international, mais également la douane, hein, comme vous expliquait Tassienne tout à l'heure, la région, avec l'accélérateur export, Business France et BPI. Donc la Team France Export intègre des expertises différentes. Hop, je ne sais pas. Qui sont des savoir-faire, des opérateurs publics et privés à l'export. Voilà, donc ils sont là pour accompagner les entreprises. Ça, c'est le fer de lance. Donc, on part de la sensibilisation à l'export, puisqu'on fait des ateliers, des formations, des webinaires, comme vous avez ici. On passe par l'analyse des besoins, à savoir la définition du projet, où elle est l'entreprise, jusqu'au déplacement à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des services qui sont proposés tout au long du projet export de l'entreprise. Donc, on passe par le biais de conseillers terrain, des conseillers qui accompagnent les entreprises au quotidien.
Et il y a également des conseillers qui sont à l'étranger, hein, plutôt sur Business France, et qui sont là qui connaissent très bien les marchés et qui sont là pour vous accompagner dans la définition des projets et dans le choix des marchés. Donc en Normandie, on est quand même sur 7,9% des exportations françaises, avec 35% du PIB normand réalisé à l'export en 2021, avec un top marché sur l'Allemagne, l'Algérie, les Émirats. Donc ça, c'est tout ce qui est projection des entreprises normandes. Et puis avec des secteurs d'activité marqués par l'industrie et les clean tech. Chez nous, c'est ce qui prédomine en fait. Alors, au niveau de la Team France Export, il existe 4 services. Un service qui s'occupe des formations et des formalités internationales. Vous avez affaire à eux lorsque vous voulez rédiger un certificat d'origine, que vous avez des questions sur un URA. Donc ça, c'est vraiment un service. Et puis, pour vous former aux nouveautés, comme les nouveautés sur la DEB, les nouveautés sur la TVA. Donc ça, c'est un service fondamental. Le deuxième, c'est un service qui s'occupe de vous accompagner sur des missions à l'étranger lorsque vous voulez souhaiter partir, donc en individuel ou en collectif. Donc il y a une mission là prochainement qui va partir sur l'Espagne. Il y a des missions tout au long de l'année qui sont organisées pour permettre aux entreprises normandes de partir ensemble, donc de gagner ensemble à l'international. Un service donc constitué de conseillers. Donc ça, je vous disais, vous avez un conseiller qui s'occupe personnellement de votre entreprise, à qui vous pouvez poser toutes les questions liées à l'export et qui renvoie vers les différents acteurs. Hein, ça, c'est vraiment important. On n'est plus la Team France Export, on est sur une porte d'entrée unique, mais avec différents acteurs derrière, donc avec un contact personnalisé. Et enfin, le service réglementaire dont je fais partie, qui est un service qui permet aux entreprises de répondre à leurs questions réglementaires douanières, documents d'accompagnement, code douanier, comme expliquait tout à l'heure Tassienne, recherche d'informations aussi, analyse de marché. Donc, c'est un service qui comprend aussi des juristes, hein, puisqu'on a une partie outline contract qui vous permet en fait de faire des analyses de contrats. Et donc, dans la partie réglementaire et douanière, on a un First Access qui est gratuit avec des questions réglementaires de premier niveau. Et puis, un accès premium donc pour des problématiques un peu plus complexes qui vous permet d'avoir vraiment des informations on va dire, très personnalisées par rapport à vos problématiques. Et puis, la partie market sur l'analyse de marché. Voilà la petite présentation rapide hein, de Team France Export et pour ceux qui donc elle sera également envoyée par mail donc à tous les participants. Je ne sais pas si certaines questions sont arrivées ou si on peut se permettre de clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation et puis en espérant que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. En tout cas, merci Élodie, et d'avoir les bonnes informations et les bons contacts pour aller plus loin, hein, surtout sur le Made in France, avec l'appui en fait du PAE, de la cellule Conseil aux entreprises du Havre et puis celle de Clermont-Ferrand également. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.